Bienvenue tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de participer à cette activité que je qualifie d'activité de transfert de connaissances, en fait, pour avoir suivi là, les deux séries de Cookie Learning. Je trouve que vraiment, on est dans un mode de transfert de connaissances et je trouve que ça manque beaucoup dans notre milieu. Donc, bravo, chapeau à l'équipe là, qui ont établi ce mode de fonctionnement. J'ai une présentation une heure et 10 à peu près, donc je ne vais pas perdre trop de temps en présentation, mais juste vous faire peut-être le petit parcours là, qui explique que j'en suis ici aujourd'hui à vous présenter si l'ostéopathie pourrait contribuer en fait à la prévention de l'otite moyenne chez le jeune enfant. Donc, effectivement, je suis ergo de profession, bientôt 20 ans d'ostéo aussi. J'enseigne autant en réadaptation qu'en ostéopathie. Puis dans mes premiers cours en ostéo, j'ai été assistante longtemps pour l'évaluation de l'os temporal, de l'oreille et tout ça d'une chère amie à moi qui est Louise Colette ici au Québec. Et j'ai pris en charge aussi l'enseignement en pédiatrie. Donc, c'est une clientèle que je connais bien. Par contre, je suis quelqu'un d'hyper curieux et j'ai toujours eu le goût non pas de prouver quoi que ce soit, c'est loin de moi l'intention de prouver quoi que ce soit, mais l'idée de comprendre en profondeur, de bien avoir tous les éléments pour me permettre de savoir où je m'en vais avec un client, pourquoi comme ça, pourquoi pas comme ça. Donc, c'est ce qui m'a mené en fait au parcours de maîtrise avec le département de chirurgie ORL et par la suite en médecine de famille pour la collaboration interprofessionnelle. Donc, vous allez voir là au travers de mon discours aujourd'hui un peu ce goût-là, non pas de prouver quoi que ce soit, mais de voir sont où les bases, sont où les assises, sont où les trous, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, puis comment ça peut alimenter et notre pratique et en quelque sorte notre solidité, puis aussi notre crédibilité auprès de d'autres acteurs ou de d'autres collaborateurs. Pour ce faire, là, pour réussir à voir est-ce que l'ostéo a un rôle dans la prévention de l'otite, je vous propose comme 5 grands thèmes qu'on va aborder les uns après les autres. On voit là sur le graphique, en fait, que tout de suite après torticolis, plagio, qui sont vraiment le motif de consultation numéro 1, à presque égal, on a les rendez-vous où les gens viennent juste faire vérifier leur bébé et les problèmes d'ORL qui étaient majoritairement au niveau des otites. Donc, ça vient assez rapidement dans les gens qui viennent nous consulter. Il y a les fonctions, comme je disais, aussi physiologiques qui vont être moins bonnes, c'est-à-dire la fonction mucociliaire, les petits cils, la production de mucus. C'est pas encore une gestion parfaite chez l'enfant là, avant 3, 4, 5 ans. Donc, c'est encore difficile d'assumer la protection complète de l'oreille à l'aide de ces structures-là. Je vous ai mis un petit schéma que j'aime bien, que j'avais reproduit d'un ancien article là, qui date de 2004 de Hoover, qui est un des auteurs qui a écrit beaucoup sur les otites. Et je l'aime bien parce qu'il résume de façon assez intéressante les facteurs liés soit à la personne, soit à l'environnement. 2008, un groupe médical a fait une étude radiologique, en fait, ils voulaient voir la relation entre l'aspect crânio-facial, la morphologie des enfants et le fait d'avoir des otites séreuses, donc les otites chroniques. Là, le liquide est resté là longtemps, il est épais. Donc, ils ont pris une cohorte. La moitié avait des otites moyennes, l'autre moitié n'en avait pas. On fait des clichés de différents angles et on documenté qu'il y avait une différence morphologique importante, c'est-à-dire que la longueur de la base du crâne chez les enfants avec des otites ainsi que la hauteur, donc le développement de leur massif facial, était de façon significative plus court. Donc, tout ça, c'est super intéressant, mais comme je vous disais, c'est encore toutes des études où on regarde les deux choses en même temps. On sait qu'ils font des otites, on regarde certaines caractéristiques, puis on se dit, il y a peut-être un lien. Mais il n'y a personne qui avait fait rien de prospectif, c'est-à-dire, on regarde certaines caractéristiques, puis on suit ces enfants-là dans le temps pour voir est-ce que vraiment ils vont développer des otites, ce qui pourrait nous laisser sous-entendre une relation de cause, j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas bien, à un effet, je fais une infection de l'oreille moyenne. Donc, j'ai rien trouvé là-dessus et c'est là que notre idée de faire une étude prospective sur la relation entre les dysfonctions ostéopathiques de l'os temporal ou les restrictions autour de cet os-là et la survenue d'otite chez les tout-petits. Si on regarde maintenant la survenue d'otite, qui est l'élément important finalement de cette étude-là, on peut voir que dans nos temporaux, toujours sur nos 128 qui nous restaient, 28% des oreilles normales ont fait des otites. Donc, effectivement, même s'il n'y a pas de restriction de l'os temporal, ça peut arriver de faire une otite quand même parce que j'ai plein d'autres facteurs de risque. Puis, j'ai peut-être été exposée de façon importante à plusieurs virus et tout. J'ai peut-être une immunité qui ne me permet pas de combattre. Donc, oui, c'est possible. Par contre, nos oreilles avec une dysfonction, une restriction sévère, ont fait 48% d'otites. Et cette différence-là, elle est statistiquement significative, même après avoir ajusté pour tous les autres facteurs de risque.
Donc, nos résultats, en fait, soulignent que l'âge, de façon statistiquement significative, après tous nos modèles de régression, l'âge demeure un facteur de risque. Plus qu'ils sont jeunes, plus qu'ils font d'otite. Ça, c'est connu. Donc, c'était rassurant de savoir que notre étude était capable de capter cette information-là. Et en plus, la restriction importante, la restriction sévère de l'os temporal, elle aussi restait significative même quand on ajoutait les autres éléments. Donc, effectivement, c'est vers ça que je m'en viens avec mon discours, c'est de vous dire qu'il faut prendre cette place-là et ça amène l'idée qu'on pourrait peut-être dépister certains enfants qui sont à risque d'otite moyenne aiguë, du moins d'un point de vue mécanique, de façon non invasive, sans radiographie, sans rien. Et là, les médecins, entre autres les ORL, les résidents en ORL que j'ai fait quelques présentations, qui me disaient, oui, mais tu veux dire quoi? Mais je veux dire que si un enfant qui vient vous voir puis qui fait des otites juste du côté droit ou majoritairement du côté droit, une de temps en temps à gauche, mais c'est souvent d'un côté, quel autre facteur de risque peut expliquer que l'otite est toujours à droite? Ça peut pas être la suce parce qu'il l'utilise des deux côtés. Ça peut pas être l'âge. Il y a le même âge dans les deux oreilles. Ça peut pas être la garderie. Il y a les deux oreilles, ils vont en même temps à la garderie. Donc, ça vient justifier qu'il y a un facteur mécanique local, unilatéral. Et ça, c'est notre spécialité à nous, les ostéos. Et c'est comme ça que j'ai gagné beaucoup, beaucoup le respect et la collaboration, particulièrement des ORL, mais aussi de certains médecins de famille. Donc, j'avais le goût de vous citer un peu l'OMS qui a fait, l'Organisation mondiale de la santé, qui a fait un très beau document sur l'importance de la collaboration interprofessionnelle en santé, particulièrement en médecine complémentaire. La collaboration est vraiment un défi quotidien. Médecine complémentaire intégrative, mais aussi le fait d'être à l'extérieur de réseaux structurés, donc dans des cabinets, des bureaux, chacun de notre côté, ça met une difficulté de plus. Donc, ça vous donne un petit topo, là, un peu de ce qui se passe. Et je vous ai résumé très brièvement à partir d'une grande recension des écrits qui a été fait en 2012 et quelques autres écrits là, qui ont touché un peu à l'ostéopathie, l'ensemble des facteurs qui vont faciliter ou qui vont nuire à la collaboration. Donc, par contre, on a beaucoup de barrières en médecine complémentaire. On s'entend là au niveau du langage, on est très, 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 très mauvais pour harmoniser notre discours, pour se faire comprendre. On a tendance à avoir un jargon très, très professionnel, orienté vers notre profession. Les limites professionnelles aussi, savoir où est-ce que notre rôle s'arrête. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas collaborer quand il y a une pathologie, quand il y a des problématiques plus d'ordre organique. Mais il faut savoir, par exemple, qu'on n'a pas le rôle principal dans ces moments-là. Et ça, c'est très important pour les autres professionnels. Donc, c'est un peu ce qui m'a mené au doctorat à avoir le goût d'aller expérimenter un peu plus tout ça. Et ça partait vraiment d'une expérience très personnelle à la maîtrise où j'avais été sous la direction de deux médecins spécialistes et où j'avais tellement été happée par le fait qu'on a une vision totalement différente, puis là, on se dit, hey, on est loin un de l'autre, on n'y arrivera pas, et de prendre 10-15 minutes pour se parler, s'expliquer notre vision, on se rend compte qu'on est un à côté de l'autre, là, on est vraiment là, on se complète et on est proche. C'est seulement dans la façon de se l'expliquer où on dérape un peu, mais qu'en fait, cette collaboration-là, elle est à portée de main. Suivie d'une période qualitative, où on va aller fouiller plus par des entretiens, par exemple, individuels. Ça aurait pu être des focus groups, ça aurait pu être d'autres formes. On a mis en vert tout ce qui était facteur facilitant, en rouge, tout ce qui était obstacle. Et on voit sur le côté de la figure, en fait, certains éléments contextuels, qui ne sont pas nécessairement liés à l'interaction entre les deux professionnels, mais qui sont contextuels, qui vont soit faciliter ou encore une fois limiter ou créer une barrière à la collaboration. Les médecins qui avaient expérimenté ou qui parlaient de ces éléments-là étaient beaucoup plus favorables ou plus enclins à développer une collaboration. Par contre, ce que les médecins aiment comme feedback du patient, c'était avant, j'avais tel problème ou mon amplitude était limitée à la moitié de la flexion de l'épaule, par exemple, ou ma douleur était présente toute la journée. Et maintenant, suite à ma rencontre avec l'ostéopathe, je lève mon bras complètement ou ma douleur, elle est présente seulement environ 2 fois semaine ou seulement le matin, mais elle disparaît. C'est pas l'expérience positive de ce que vous avez fait. Vos patients ne doivent pas raconter au médecin « Elle m'a joué dans le ventre, elle a poussé mon rein, elle a soulevé mon foie ». Là, quand on se met à aller dans cette direction-là, au contraire, ça va créer une barrière, on va le voir un peu plus loin.
Donc, les médecins vraiment nous disent le feedback des patients. Si j'ai référé un patient, encore plus si vous avez répondu, si vous avez une référence écrite, même si c'était pas dirigé vers vous, mais que c'était marqué ostéopathie, douleur à l'épaule, si vous répondez en disant j'ai vu votre client, merci de la référence. On avait une perte d'amplitude, une perte de mobilité, on avait de la douleur, on avait une incapacité dans telle activité de la vie quotidienne de la personne. On s'est vu 2 ou 3 fois. Maintenant, la personne fait toute son activité de jardinage, par exemple, au complet. Donc, si vous mettez le avant-après, c'est ça qu'ils veulent entendre. Puis ça, je l'ai validé sur le terrain. Je leur demandais, voulez-vous savoir comment on s'y est pris? Pas du tout. La connaissance du rôle, j'avais une série de questions, les médecins qui avaient un taux plus important de bonnes réponses sur notre rôle potentiel. Et là, j'avais des pièges. Là, j'avais des endroits où c'est pas l'ostéopathe du tout qui a le rôle principal. Donc, ceux qui répondaient très bien, là, qui situaient bien notre rôle collaborent plus, évidemment. Et l'autre aspect, je vous disais, les patients, souvent vont donner de l'information et 52%, donc plus que la moitié des médecins, vont se fier, leur seule source d'information va être le patient. Donc, je ne sais pas pour certains d'entre vous, mais tu sais, en tout cas moi, auprès de mes étudiants ou quand je fais de la formation, tu sais, on a été une certaine époque de dire, en fait, l'ostéo, si on revient à l'anatomie et à la physiologie, ça va le faire. Tu sais, on va être capable d'expliquer des choses. Et je vous dirais qu'avec le temps, oui, c'est un bon début, mais je crois que c'est pas suffisant. Donc, parce qu'il y a des ostéopathes qui vont être très bons à utiliser l'anatomie et créer des liens qui, en fait, ne sont pas plausibles d'une perspective scientifique ou médicale. Donc, juste utiliser l'anatomie et la physiologie, à l'utiliser au service de notre propos, c'est pas suffisant. Et ça, je trouve que, en tout cas, particulièrement dans le contexte actuel, c'est vraiment un plus. Donc, dites-vous que de faire ces efforts-là, ça porte fruit parce que ça solidifie les systèmes de santé, qu'on soit à l'intérieur du système de santé ou à l'extérieur. Le fait de collaborer vient vraiment soutenir à tout niveau les milieux et ça améliore l'état de santé des populations. Et ça, je trouve ça quand même très important.